Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai le plaisir de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires La Joie, qui est une entreprise en représentation, donc pour tous vos projets résidentiels, commerciaux, institutionnels, n'hésitez pas à les appeler pour vos spécifications. J'aimerais aussi remercier Watts, qui est représenté par La Joie, donc pour vos drains, vos PRV, vos DR, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais également remercier Bugatti qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Miguel Escobar qui nous raconte son histoire. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Miguel, bienvenue au podcast. Salut Bruno, merci de m'avoir reçu. Là. Ah ben non, ça me fait plaisir. Quand on s'est rencontrés, on en parlait un peu avant le podcast, quand on s'est rencontrés, j'ai fait « Wow, ça c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un, probablement, on l'a su plus tard, mais on a travaillé déjà ensemble. On va pouvoir en parler au courant du podcast, mais dès que je t'ai rencontré, on s'est rencontrés sur un dîner, un de nos amis communs, Marc Cormier, qui nous avait invités. Puis, chaque type. Ouais, super type. By the way, t'as déjà fait un podcast avec lui. Ah oui. Puis, tu sais, tout de suite, j'ai fait « OK, Miguel, je te veux au micro du podcast. T'es quelqu'un de passionné. » Tu sais, quand je faisais ma préparation, je disais « T'as 1000 vies, là, t'as fait plein de choses dans ta vie. » Fait que, on va commencer ça comme on commence tous les podcasts. Je te laisse te présenter, Miguel Escobar, 63 ans, puis je te laisse faire la suite. Je suis né en Espagne, au nord de l'Espagne, dans une petite ville qui s'appelle Santander, mais dont le deuxième, troisième banque au monde porte le nom de Santander parce que le propriétaire... puis là, il y a des très belles plages, des montagnes, des forêts. Moi, je suis né dans un petit taudis qui a été démoli quelques années après. Mais c'est une très, très belle ville. Mais à 6 ans, nous sommes déménagés au Canada. Donc, on a passé 5 ans à London, Ontario. Donc, j'ai appris l'anglais là. Ensuite, 5 ans à Windsor. Mais, attends un petit peu. Ouais. Tu pars de l'Espagne 6 ans où ta vie commence. Ouais. Puis, vous déménagez toute la famille là-bas. Ton père, électromécanicien, électricien. Oui, oui. Puis là, il s'en vient travailler à London. Oui, oui. Puis là, ça aurait été l'Australie ou le Canada. Il a choisi finalement le Canada parce qu'on avait un oncle à Toronto. Wow! Ouais. Wow! Puis, mais là, est-ce que tu parlais en anglais? La famille parlait-tu en anglais? C'est quand même un big move, là. Mon père parlait français un peu parce que à 17 ans, 18 ans, il est allé en France comme apprenti, comme électricien. Mais pas du tout. Non, on ne parlait pas du tout anglais ni français, non. Wow. En fait, même quand on a déménagé à Windsor, j'ai appris l'italien avec mes amis italiens. Parce qu'à 13 ans, à 12 ans, 10 ans, tu ne travailles pas. Donc, tu passes l'été avec tes amis au sous-sol de tes amis italiens. Et si tu veux manger, il faut que tu parles l'italien avec la nonna, la maman. Exact. Et on est retourné en Espagne un an. Et ça ne marchait pas vraiment de tout économiquement pour mon père. Et il a décidé de retourner au Canada. Et on avait un autre oncle à Montréal. On a décidé de rester à Montréal. Et donc, le français, je l'ai appris 3 ans après à l'Université de Montréal. Mais c'est assez incroyable parce que vous partez de l'Espagne, Ontario, apprend l'anglais, revient en Espagne, déménage à Montréal, parle en français. C'est sûr que l'anglais aussi est fonctionnel, mais dans ces années-là, il y avait, la ville était splittée, anglais d'un côté, français de l'autre côté. Fait
il a fallu quand même que tu apprennes le français. Oui, au début, quand je suis arrivé, j'étais à l'école secondaire en anglais parce que j'avais le droit de continuer en anglais. On m'a donné une petite carte et on m'a dit « Garde ça avec toi parce que si un inspecteur passe... je dis « Ben, voyons non. Pourquoi? Ben, c'est parce que là, tu as le droit d'aller en anglais parce que tu étais à l'école anglais, mais autrement, c'est le français maintenant. » Bon, OK. Je continuais en anglais au cégep. Mais à cause de tous ces mouvements-là, mes notes n'ont pas été les meilleures, même si en Ontario, c'était très, très, très bon. Et l'Université de Montréal, c'était la seule université qui m'avait accepté en architecture. Et c'est ça que je voulais, absolument. J'étais accepté à McGill en engineering, mais c'était pas ma passion. Et j'ai attendu que Montréal m'appelle. J'étais sur la liste d'attente et on m'appelait aux dernières minutes. Wow! J'ai rentré là. Pour moi, c'était... j'avais beaucoup d'amis francophones parce que je faisais de l'athlétisme et tout ça. Et la plupart parlaient anglais, quelques-uns parlaient espagnol. J'entendais du français avec eux, mais je ne comprenais pas. Là. C'était comme à l'université, c'était comme entendre la professeure de Peanuts. Mais après 1 mois, 2 mois, ça commençait à bien aller. C'est assez incroyable parce que ta capacité d'adaptation, on va le voir, moi je connais quasiment toute ta carrière maintenant. Là. C'est incroyable toute la façon que tu t'adaptes. Là, on parle du langage, mais c'est que là, tu as continué ton parcours académique comme s'il n'y avait rien. Là. Fait que tu t'es adapté à toutes les langues et tu es arrivé comme architecte à l'Université de Montréal et tu connaissais à peine le français. Je sais pas si tu en rends compte, mais il y a peu de gens qui ont cette capacité d'adaptation-là. Ben, je dirais que c'est pas par obligation. Je crois beaucoup dans la loi de l'attraction, d'établir tes objectifs et te programmer toi-même à identifier ce que tu veux faire dans le futur. Ça ne veut pas dire que tu vas aller exactement à tel endroit, mais ta subconscience te tape sur l'arrière de la tête, te dit ah, « ça c'est bien, ça c'est pas bien », ben, elle te dirige plus ou moins. Et quand tu t'en vas dans une direction qui est conforme à tes objectifs, ben, tu suis ta passion. Et quand tu suis ta passion, c'est pas une obligation. C'est un désir, c'est une volonté, c'est un objectif et tu fais tout pour le réussir. Oui, ben moi, je me rends compte que je discute avec des gens, puis moi, il y a quelque chose qui m'a tout le temps marqué. Il y a des gens qui sont pas heureux au travail. T'sais. Puis là, tu te dis, comment tu peux tous les jours aller? T'sais, mon père, moi, m'avait dit, ton métier, Bruno, si tu n'es pas heureux au travail, tu vas faire ça 40, 50, 60 heures semaine. Assure-toi que tu as du fun. Parce que si tu n'as pas de fun, ça va être long. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup. J'adore le travail, un petit côté workaholic. Je sais que tu as déjà touché à ça aussi. Mais, tu sais, on est... C'est pas du work. Non, mais c'est ça. C'est exact. Exact. C'est une philosophie de... Ben, tu sais, moi, j'ai zéro l'impression de travailler. Jamais dans ma vie. Tu veux me faire travailler, fais des choses qui me passionnent moins. Pour moi, ça, c'est du travail. Mais tu sais, là, aujourd'hui, moi, je parle avec du monde, je rencontre des gens. Ça, c'est passionnant pour moi. Là. Le gros problème là-dedans, c'est que beaucoup de gens ont peur. Ils connaissent pas. Ils ont peur de l'inconnu. Oui. Ce que j'ai comme avantage, et beaucoup de gens, j'ai pas... Un bon réseau. Non, en fait, j'ai pas le monopole là-dessus. Je suis né dans une famille très pauvre. Quand je suis né dans la maison de ma grand-mère. Quand je suis né, on m'a amené là. C'était un taudis. Alors, j'ai connu le bas du fond. Donc,
quand tu décides de prendre une décision qui est risquée, ben, tu as moins peur parce que tu connais le fond. Je suis d'accord avec toi. D'une certaine façon, je suis d'accord que quand... Il y en a qui disent quand tu n'as rien à perdre, tout. Mais... j'ai un ami, François, qui m'avait dit, Bruno, le plus difficile, là, parce que, on parlait d'entrepreneur, puis quand on se part en business, puis c'était un de mes... François, c'était un des gars qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière, sans le savoir, parce que les deux, lui, il dit, tu m'as aidé sur plein de facettes de go, on fonce. Mais lui, il me disait, le plus difficile, c'est de quitter un emploi quand tu es en haut de 100 000 de revenus, parce que tu dis, je prends un risque, mais en bout de ligne, c'est quoi le risque? Les risques, c'est... ça dépend de chaque personne, comment tu le vois. Quand moi je suis parti, on va parler de la commission Charbonneau dans le courant, parce que on a été impliqué sur ce dossier-là pour le design du bureau, mais quand on est parti, nous autres, Carbonic, c'était les premières arrestations commençaient pour la commission Charbonneau. Ouais. Puis ma mère, elle m'avait dit, Bruno, tous les services d'ingénierie sont scrutés à la loupe. Elle dit, c'est un risque énorme, là. Tu quittes un emploi bien rémunéré. Puis là, je fais, mais non, c'est une opportunité. Tout à fait. Il n'y a plus personne. Nous autres, on est nouveaux. Exactement. Mais tu sais, c'est la même situation qu'on a. Ouais. Fait que, tu sais, un peu, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, moi, j'ai vécu dans un taudis avec rien. On était ultra pauvres. Mais tu sais, aujourd'hui, tu as pris plein de risques là, dans ta carrière que... quand on en parle, toi et moi, on fait « Hey, t'as eu une super opportunité », mais plein de gens auraient dit « Wow, hey, t'as pris des risques », puis tu veux pas, un moment donné, le côté monétaire, t'as commencé à avoir du succès dans ton métier, puis là, t'étais bien établi. Mais c'est quand même des risques pondérés. Calculés, oui, exact. Parce que ce qu'on parlait tantôt avant, c'est que je parlais de se créer des opportunités. Des options. Plus tu en crées des options pour toi-même, plus tu diminues les risques. C'est comme avoir un édifice multirésidentiel là, ou multi-tenant. Si un s'en va, c'est pas grave, on en prend un autre. Mais beaucoup de gens, ils voient un grand mur devant eux parce qu'ils ont juste une opportunité. Quand tu ajoutes d'autres opportunités, d'autres options dans ta vie, ce mur-là devient de plus en plus mince. Tu peux le contourner quand tu veux. Dans tes relations, dans le professionnel, n'importe quoi. Et à un moment donné, tu disais que je serais calme, mais j'ai beaucoup d'options. C'est comment tu vois la vie. Quand tu dis... quand tu manages le risque, oui, tu touches à beaucoup de choses, sauf que si ça ne marche pas là souvent les gens, c'est quand ils ont une seule option. Ouais. Ce matin, j'écoutais avant de m'en venir, il y a eu une fermeture à Olimel. Oui, j'entends. En déception. Là, j'étais dans une réunion quand quelqu'un a reçu un appel. Ils ferment beaucoup d'usines. Puis, je regardais... ce que je me rendais compte, c'est que les gens, la déception des gens, c'est à cause qu'il n'y avait pas d'autres options. Exactement. Parce que, en bout de ligne, tu perds ton emploi. On est au Québec où ce que le marché de l'emploi, le taux de postes, le taux de chômage est le plus bas depuis des décennies. Il y a tellement d'ouvrages pour tout le monde. Mais quand j'écoutais ces gens-là, c'est qu'ils autres, ils voyaient pas, parce qu'ils voyaient pas ça comme une opportunité de dire « Ah, on va se replacer à d'autres choses ». Ils voyaient ça comme ouais, « On vient de perdre notre emploi ». C'est certain, perdre son emploi, c'est jamais facile, sauf que moi, je me disais « Wow, hey ». Puis à côté, Vachon, qui est une usine de pâtisserie de gâteaux, eux autres, ils ont dit « Hey, vous fermez, nous autres, on a 100 postes à combler ». Ben oui. Fait que là, il dit, les gâteaux qu'on faisait à Montréal ou ailleurs, là,
puis où ce qu'on n'arrive pas à trouver, hey, on va les envoyer à notre usine de, je pense, c'est Vallée-Jonction, quelque chose comme ça, puis ou Petite-Vallée, puis il dit, c'est là qu'on va produire. On vient d'avoir 200 personnes qui sont mises à pied, qui cherchent de l'ouvrage. On va combler nos postes là-bas, puis on va faire 3 chiffres. Mais tu sais, ils ont la même situation. Puis c'est juste la façon qu'ils managent le risque. Ça, c'est les gens qui créent ils voient des opportunités, des options quand il y a une crise. Pendant les années 90, l'Ordre des urbanistes avait appelé un groupe de personnes, un think tank, parce que beaucoup d'urbanistes perdaient leur job. Les municipalités fermaient le département d'urbanisme et ça a été pris par les ingénieurs pour créer la direction du territoire, la gestion du territoire. Et on nous a demandé qu'est-ce qu'on devrait faire. T'sais. Et moi, je dis, ben là, écoutez, il y a des petites villes qui ont des règlements tellement épais, là, plus épais que certains arrondissements ou villes à Montréal. On a une culture d'interdire plutôt qu'attirer. Et s'il y en a une personne qui est plus apte à faire le travail de développement économique d'une ville, c'est un urbaniste. Vous devrez penser comme un directeur d'un centre d'achat qui doit construire, qui doit aménager, qui doit maintenir la qualité du bâtiment, mais il doit aussi faire du marketing pour attirer la clientèle. On m'a dit, non, nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on est là pour protéger le public. Ouais. Là, c'était comme... You don't get it. mais je suis d'accord avec toi. C'est créer des options, ce qu'on disait tantôt. Puis, je me suis acheté une nouvelle maison, je déménage bientôt, et je parlais avec la ville où on allait s'installer. La façon que la maison est faite, le terrain de la maison, au lieu d'être situé à l'arrière, comme tout bon bungalow, il est situé sur le côté de la maison. Là, je parlais avec c'était pas un urbaniste, là. Je parlais avec un architecte et un ingénieur de la ville. Puis là, je leur disais, oui, mais je comprends qu'il y a le règlement, là, mais personnellement, vous trouvez pas que ça serait... Si l'aménagement, vous me permettez d'être en cour avant, mais ça reste sur le côté. Ma cour avant, devant la maison, je n'y toucherai pas, mais tout ce qui est sur le côté de la maison, je la considérais comme ma cour latérale ou arrière. Vous trouvez pas que ça serait plus joli? Puis je comprends qu'il y a des règlements, mais il faut think outside the box. Ouais. Si on fait comme ça, comme on suit le règlement, la maison, elle va prendre peut-être 50 000 de valeur. Mais si on le fait avec un terrain bien aménagé, là, on va encadrer ça, quelque chose de bien, puis on va vous suivre. Hey, la maison va prendre 200 000 avec une belle cour aménagée, puis ça tombe sur un coin de rue, parce qu'en plus, il y a un arrêt de bus. Vous trouvez pas que ça serait comme... Ça donnerait un plus beau cachet? Puis en fait, ben c'est ça c'est le règlement, Bruno, puis on va suivre le règlement. Puis là, je fais, non, parfait, mais oubliez le règlement. Là. On parle personne à personne. On dit, nous autres, Bruno, on est pris. Puis là, je parle avec un urbaniste de la même ville, puis là, il me dit, ouais, t'as raison. Faudrait demander dérogation. Fait qu'il dit, gars, commence ton projet de telle façon, puis amène-moi aller en dérogation. Moi, je vais y jeter un coup d'œil. Mais c'est assez incroyable, pareil. Les gens appliquent juste les règlements comme tu dis. Ils ne tiennent pas outside the box pour faire évoluer. Puis, tu sais, c'est dans l'interdiction d'encadrer. Puis, je comprends qu'il y a eu des abus dans plein de choses, mais un moment donné, il faut faire évoluer ça. Là. Ben, en fait, ils font leur travail. Parce qu'ils n'ont pas le droit de bifurquer des règlements. 100% d'accord. Et beaucoup de mes clients disent je suis un payeur de taxes, je veux mon permis, et je ne veux pas faire ce que je veux. Ben, c'est comme ça que ça marche. Si tu veux savoir si tu peux faire quelque chose, oui ou non, c'est comme la Bible. Hein? Tu vas voir les anges ou les saints, ils vont te dire oui ou non. Mais ils n'ont pas le droit de bifurquer de la Bible. Exact. Si tu veux avoir une interprétation, ben, tu vas voir la personne qui l'a rédigée. Et ça, c'est le directeur d'urbanisme et le contentieux
Et ils peuvent te dire, ben OK, on peut l'interpréter de telle façon et on va te donner raison. Et là, ils te donnent un avis écrit légal à l'inspecteur ou la personne qui est au poste. Mais si tu veux changer la Bible, qui tu vois? C'est Dieu. Et le bon Dieu, c'est le maire et les conseillers, les 12 apôtres, etc. Et les citoyens ont de quoi dire. Donc, si tu veux faire quelque chose qui est intéressant, c'est bien, mais tu es en train de changer les règles. Il faut que tu passes à travers ce processus. Maintenant, les gens pensent que les urbanistes sont contre, mais au contraire, il y a beaucoup que tu les rencontres et ils sont d'accord avec toi. Ils vont t'aider. Ils vont trouver des solutions avec toi pour trouver des passes légales. Mais si tu arrives là comme un taureau dans un tank, là, je suis tout courant. Non, ce sont des humains, mais ils ont des obligations à respecter. Si on continue sur ta carrière, après l'Université de Montréal, il arrive quoi? Il arrive que j'avais pas d'argent, mais je voulais quand même poursuivre mon trajet vers le design des villes. Et j'ai appliqué à UCLA en Californie. Ils m'ont accepté, mais c'était 2 ans quand même. Et à Columbia, à New York, qui était 1 an, mais comprimé. Ils ne voulaient même pas qu'on prenne du travail on the side. Il fallait qu'on reste tout proche. Et ce qui a fait changer, qui a fait basculer la balance, c'est que j'ai appliqué pour une bourse et j'ai demandé à 3 de mes mentors de m'appuyer, incluant mon ancien patron Alexandre Henderson, Sandy Henderson, architecte, et Melvin Charney, qui était mon prof dans l'atelier architecture urbaine. Et j'ai eu une bourse pour la moitié des frais de scolarité. Wow! Parce que c'est assez incroyable aux États-Unis, les coûts que ça a. C'était 50%, oui. Et donc, j'étais allé. Et mon père dit, ben, t'as pas un sou. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est une autre histoire, mais j'ai ramassé 22 000 $ en 6 mois. Qui est l'équivalent aujourd'hui de 80 000. Je sais pas comment je sais comment je l'ai fait, mais c'est une longue histoire, là. J'ai quand même été et ça a été vraiment ça m'a ouvert l'esprit beaucoup parce que à l'Université de Montréal on parlait de la question sociale, de l'architecture, ce qui était une très 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 bonne base, mais l'aspect design, affaires, affaires, business, pro forma, retour sur l'investissement, c'était là. Et il fallait aussi faire un beau design, mais si les calculs ne rentraient pas, ben là, t'as pas réussi. Alors, c'était un événement un peu comme dans un film. À la dernière minute, j'ai arrivé avec mes planches, mes maquettes, je l'amenais sur la rue Broadway jusqu'à l'université avec des sacs de vidange. Et j'étais le dernier à présenter. Et ça a super bien été. Mais quand je suis revenu à Montréal, 1 an après, j'ai eu la chance de mettre ça en pratique. Et ça a vraiment cliqué pour moi, l'approche que j'ai appris là. Mais c'est certain, Miguel, que quand tu regardes ça, tu sais, tu sais, des fois, quand on parle d'ingénieurs, on parle de architectes, designers, à certains moments, tu sais, j'ai eu des commentaires on dirait qu'ils sont déconnectés de la réalité. Tu sais, comment on va le construire? Tu sais, j'en ai encore dernièrement sur certains projets publics que le monde me dit, non, mais ce qu'ils demandent ne merge pas avec le budget qu'on a. Mais ça a dû te donner un edge incroyable sur les autres parce que tu comprenais tout le côté business qui venait avec. Fait que
quand tu fais un design, puis là, tu fais non, on ne pourra pas aller. Tu sais, c'est très beau, c'est très fonctionnel, mais on n'a pas l'argent pour le faire. Wow! Tu venais prendre comme. Tu sais, souvent, c'est l'expérience qui fait dire ça. Toi, tu venais de prendre ça tu venais de prendre 20 ans d'expérience en 1 an à l'université. Ça a dû t'aider pas mal. J'ai appris beaucoup cette année-là, mais j'ai appris beaucoup plus après. Et justement, c'était dans trois voyages à El Salvador avec le groupe SM international de Sherbrooke qui m'ont envoyé là après que j'ai quitté Greenfield Park en 97-98. J'étais envoyé là comme expert en urbanisme, design urbain, environnement, etc. J'avais touché à toutes ces choses-là. Je parlais espagnol, mais je n'étais vraiment pas un expert. Et je devais faire rédiger une politique sur la capacité de développement des zones homogènes. Et je devais aussi dessiner ces zones homogènes pour le pays. Donc, c'était en fait prendre des zones environnementales qui étaient similaires et identifier la capacité de développement là-dessus. Donc, si tu avais une forêt tropicale, ben, tu ne développes pas là-dessus. 0 à 10% de développement. C'était une zone aride sans des nappes phréatiques en dessous. Ben là, c'est à 100% développable. Tu sais. C'était ça un peu ce que je devais faire. Mais quand j'étais voir les gens avec qui je travaillais, je dis, mais c'est quoi une politique? Je dis, ben voyons donc, tu connais pas une politique. Mais non, je cherche partout. Même aujourd'hui, là, tu vas sur l'Internet et tu n'as pas vraiment la vraie structure d'une politique. Et il y avait une dame ingénieure qui m'a dit, ben voyons donc, c'est ça. Et là, ça m'a tout cliqué. Ça a cliqué. Et en fait, ce que tu dis, c'est vrai, les gens ne savent pas structurer une vraie politique parce qu'ils commencent tout de suite avec l'action sans savoir quels sont les objectifs, les stratégies, le vrai problème et encore moins sans avoir les ressources, l'argent et les gens pour l'implémenter. Exact. Les gens, ils partent go. Puis tu sais, j'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast, la planification est un point incroyable. T'sais, peu importe dans qu'est-ce que tu fais dans la vie, la personne qui travaille au Tim Hortons, qui a des beignes à faire, la caisse, le café, il te faut une planification. Peu importe. Tu sais, OK, on commence avec quoi? OK, on fait ça. Il te faut un plan. Tout à fait. Puis à chaque fois que tu sais, je vois plein de gens, un moment donné, désordonnés, ou tu sais, les choses qui fonctionnent pas bien, à toutes les fois, tu regardes, y a-t-il une planification, pas une planification, bang. Fait que tu sais, quand tu dis de faire une belle politique de réglementation, s'assurer de comment on va bien développer au lieu de partir développer. Tu sais, j'ai eu certains secteurs de la Rive-Nord que j'ai vu qui ont parti go, il faut des logements, pas de planification. Ça te prend quasiment 6 ou 7 kilomètres avant d'aller. Il n'y a pas de dépanneur, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de supermarché. Puis là, tu dis, hey, ces trois-là, là, tout le monde arrête minimum à ces trois-là une fois par semaine. Ouais. Bon, pourquoi ça n'a pas été planifié? Mais non, c'est building. C'est des rues. Puis là, tu dis, wow, OK, là, ça a manqué de planification puis d'encadrement, tu sais. Tu sais que quand on parle on veut que Montréal devienne une ville de 15 minutes. Moi, quand j'ai entendu ça, je dis, ben voyons donc, c'est déjà une ville de 15 minutes. Ça a été planifié comme ça depuis le départ. Parce que quand on a ouvert les murs du Vieux-Montréal sur la rue Saint-Laurent et on a commencé à diviser les rangs et construire, la première chose que les développeurs faisaient, c'est construire une église. Oui. Et une petite rue commerciale. Oui. Donc, tu avais tout là. Et là, on avait 70 à peu près municipalités, villages sur l'île de Montréal. Et tu peux te promener d'un à l'autre en 20 minutes, 30 minutes max.
15 minutes. Hier, ça m'a pris 2h30, mais c'était mais... it's another story. Mais je parle de Montréal. Exact. Donc, on a déjà tout ça. On a perdu cette façon de faire. Comme tu dis, on construit des gros développements, même au centre-ville, et t'as pas d'école, t'as pas de dépanneur, t'as pas des services essentiels. On doit densifier. Il faut absolument qu'on densifie. Il y a un déficit de logement. Et si on veut baisser les coûts de location, il faut construire beaucoup plus. On a un déficit de 30 000, je crois, logements. Mais ça, 30 000 logements, là, c'est annuel. Là. Ouais. C'est ça que les gens... Tu sais, souvent, les gens, ils voient le chiffre 30 000, mais c'est 30 000... Il manque des logements. Ouais. Mais dans ces 30 000 logements, comme tu disais, il y a un pourcentage de services essentiels à inclure. Et c'est pour ça que le design urbain, pour moi, était quelque chose qui me fascine parce que, comme tu dis, les gens prennent un problème ou créent d'autres problèmes en faisant des projets simples sans avoir toute l'infrastructure autour pour que ça soit une réussite. Oui, mais mes parents habitent sur la Rive-Nord, proche à Terrebonne. Puis, ils ont développé un nouveau quartier qui s'appelle Urbanova. Mais quand tu regardes ça, Urbanova, ils ont fait une sortie pour... Ils ont construit, je crois, je ne suis pas certain du chiffre, là, mais c'est comme... Ils ont un plan pour 20 000 ou 30 000 maisons. Je ne sais pas où ils sont rendus dans le plan, mais ils ont fait ils ont fait une entrée puis une sortie d'autoroute pour aller d'un seul côté. Puis là, je fais... Pourquoi? Puis là, ils font... Oui, ça s'en vient. Mais là, je dis, attends un petit peu, là. Pourquoi ça n'a pas été fait au début? Parce que là, ils sont obligés de passer par d'autres chemins s'ils veulent aller dans l'autre sens. Et ça crée des embouteillages et ça complexifie. Puis il y a d'autres secteurs de la ville qui ont arrêté de se développer et qui n'ont rien, ils ont rien là. Puis ça, c'est un secteur, là, Miguel, ils ont construit des écoles. Il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de dépanneur. Il n'y a pas d'épicerie, pas de dépanneur, pas de pharmacie. Moi, j'ai parlé à un de mes amis, je dis, le premier qui s'installe là, il n'y a aucune idée d'argent qu'il va faire dans son épicerie. Il va être le premier. Puis, tu n'es même pas obligé de construire une épicerie de 50 000 pieds carrés ou 40 000 pieds carrés. Non. Amène une épicerie de 10 000 pieds carrés, l'essentiel, puis quitte à grossir, mais il n'y a pas ça. 20 000 habitations, il n'y a pas ça. C'est incroyable. Puis eux, il faut qu'ils sortent de la ville. Il faut qu'ils aillent complètement à l'extérieur. Il y a d'autres secteurs de Terrebonne qui en ont, mais ils ont quand même tout ça à faire. Puis tout ça part du urban planner qui... Il n'y avait pas de vision. Go, on part de l'avant, tu sais. Fait que... C'est un gros problème actuellement. Quand j'étais à Greenfield Park, l'une des premières journées que j'étais là, j'étais invité sur le comité de chemin d'aménagement pour la rive sud, le chemin d'aménagement de la Merced de Champlain. Et les petites villes comme Greenfield Park, Le Moine, Saint-Lambert, on nous a donné 15 minutes. Longueuil, Brossard a pris 1 heure. Quand c'était mon tour, j'ai pris 1h30. Là, je te reconnais. T'avais quelque chose à dire, hein? Ben, j'étais dans une ville il y avait une grosse route là, qui passait entre les deux sections de Greenfield Park, c'est le boulevard Tachereau. Ils disaient, ben, là, il faut faire quelque chose. Mais non, il n'y a rien à faire, c'est l'MTQ, tu sais. Quand tu parles de sortie de bretelles, souvent, l'MTQ ne veut pas. Et si tu le veux, un pont, c'est toi qui dois te payer, tu sais. Donc, souvent, c'est cette déconnexion-là qui arrive. Et là,
ça roulait à 70 km/h comme des carrés, mais avec des entrées de McDonald's à chaque 50 pieds, avec des terrains des millions de pieds carrés, de 2 îlots de profond pendant 15 km. Et je dis, écoutez, là, il faudrait faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer le métro Longueuil. Sur Tachereau, on va créer des TOD, des Transit Oriented Development. On va faire le Spark de développement à chacune de ces stations-là. On va l'amener jusqu'au pont Champlain. On va l'amener en dessous jusqu'à Île-des-Sœurs et on va le terminer à Lionel-Gros. Et on va créer la boucle économique du Grand Montréal. C'était parce que j'aime ça toujours mettre un petit tip sur les projets parce que sinon les gens ils ne s'attachent pas à des concepts importants comme ça. J'ai même parlé avec des gens qui étaient sur la commission Pichet, je pense que c'était la commission Pichet qui travaillait sur le projet de Montréal. Et je dis, il faut que tu inclues notre projet là-dedans. Je dis, non, Miguel, c'est la Rive-Sud, on travaille sur Montréal. Mais, oui, mais vous autres, là, vous mettez Grand Montréal, c'est pas juste Montréal. Je dis, il faut que tu nous inclues parce que, regarde, on est à 5 minutes du centre-ville de Montréal. C'est comme New Jersey, quand New York, dans les années 70, il y avait des problèmes économiques. Beaucoup de gens sont allés à New Jersey, mais à 5 minutes. Et quand New York a rebondi, beaucoup de gens sont retournés. Et si on peut créer cette boucle-là avec un système de transport qu'on connaît, un des meilleurs systèmes au monde, avec un syndicat, ça va être incroyable. Et là, ça a passé. J'ai convaincu les maires sont mis derrière tout ça. Le mien a été le dernier. Et peu après que j'ai quitté, ça a été entériné. Ça fait partie aujourd'hui du plan d'urbanisme de la ville de Longueuil. Ça fait 30 ans. C'est pas encore appliqué. Et ça revient à ce que tu disais tantôt. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de vision. Et même quand on te le livre sur un plat d'argent, c'est... Oui, bien, tu sais, le global, mais c'est sûr... tu sais, Miguel, t'es un visionnaire. T'sais, on peut parler un peu des emplois que tu as eus. T'sais. Une des choses que je te disais, c'est assez incroyable parce que tu as eu plein de chapeaux. Puis tous les secteurs que tu as touchés faisaient appel à différentes facettes puis différentes fonctions que tu sais dans ton cerveau, tu sais, mettons la créativité quand tu étais en design, l'architecture quand tu été dans les applications de architecture design où c'était très cartésien, où il y avait des choses à faire. Après ça, tu as été urban planner où c'était visionnaire à faire. Tu sais, c'est assez incroyable toutes ces choses-là que tu as fait. Puis tu as ton côté d'adaptabilité à chacun des secteurs. Là. C'est ça qui m'impressionne chez toi. T'sais. Si on commence ta première emploi, tu as été où? Mon premier emploi payé, c'était ce que tout architecte devrait faire. C'était concierge dans une église. à 13 ans. À 25 sous moins cher que le salaire minimum. Donc, je coupais le gazon, je balayais, je lavais les planchers, je mettais du cire sur les poutres, je nettoyais les toilettes des hommes et des femmes. Et, ouais. Mais pendant ce temps-là, je dessinais beaucoup parce que mon père nous amenait, même s'il était pauvre, il avait acheté des autos usagées et les vendredi après-midi, il dit, on s'en va faire un tour. Et on finissait à New York, à Washington. Ma mère ne savait pas où on s'en allait, ne pouvait pas se préparer. On était 5 enfants. Et on a même
couché en dessous de l'arc de Saint-Louis un soir parce qu'il n'y avait pas d'hôtel, entre guillemets. Et j'ai eu vraiment la chance d'apprendre la perspective en mouvement. Donc, space-time. Donc, les 3 dimensions, voir les poteaux et les câbles électriques disparaître dans un point de fuite, voir les arbres passer rapidement à côté de moi et les arbres plus loin, passer plus lentement. J'ai commencé à comprendre et apprécier l'espace. À New York, tu regardes, le soir, tu as des torticolis parce que tu regardes d'en haut et tu vois les édifices disparaître dans le ciel. Là, je revenais chez moi, je dessinais tout ce que je voyais. Mon père m'a acheté un livre de McGraw-Hill qui s'appelle Architecture. Et tu avais toutes les étapes pour faire le design d'une maison. Pas seulement le design, mais les plans de construction, donc plans d'élévation, coupe, perspective. Donc, je faisais des perspectives sur la table à dîner avec un point de fuite collé sur le mur et un filet. Et il fallait que j'enlève tout ça rapidement quand ma mère arrivait avec le souper. Mais quand je suis arrivé à Montréal, j'ai eu l'opportunité de... quelqu'un au secondaire qui travaille comme un gopher, go for this, go for that, dans un bureau d'architecte. Il m'a dit, écoute, si tu veux, tu peux le prendre. Et j'ai accepté tout de suite, encore en bas du salaire minimum. mais tu n'avais pas... Tu sais, arrivé à Montréal, tu n'avais pas fait ton bac en architecture encore, là? Non, je finissais à peine secondaire. Mais quand j'ai vu mon patron... Commencé à quoi, à 17 ans, Miguel? Excuse-moi. À 17 ans, ouais. Comme technicien en architecture? Ben, comme gopher. Donc, je pliais les les planches, j'imprimais les planches, j'allais chercher le lait, le sucre pour les gars. Mon père m'avait dit à 14 ans, tu devrais rentrer dans un bureau parce qu'il avait eu tous mes dessins. Et on habitait à Côte-des-Neiges. Je prenais le 24 et ensuite le 165, je crois. Et ensuite le 24 sur Sherbrooke. Et un jour, j'ai vu, à peine une semaine au travail, j'ai vu Sandy Anderson, un des patrons, qui habitait en face du Ritz, qui prenait l'autobus. Et le lendemain, je suis arrivé avec mon sac de dessin. Il n'était pas là. Ça a pris à peu près une semaine pour que je coïncide. Et quand je l'ai vu, j'ai ouvert mon sac. J'ai dit, Monsieur Anderson, voici ce que je peux faire. Parce que je n'avais pas le droit de descendre au 2e étage, voir les grands patrons. Donc, je l'ai poigné sur l'autobus et il était tout gêné. Les dessins tombaient sur le plancher de l'autobus. Et, OK, viens me voir à midi. OK. Donc, j'avais mon N et cet après-midi-là, j'étais sur la table de dessin. Wow! Tu as closé un deal dans ton first major deal. Tu l'as closé sur l'autobus. Dans l'autobus. Tu sais, c'est fou pareil. Quand tu regardes ça, tu sais, Miguel, tu as pris l'opportunité. Tu sais, quand on parlait avant le podcast, tu dis on crée des opportunités, mais tu as vu une opportunité se dessiner là. Tu sais, il y a plein de gens peut-être qui auraient pu vous dire OK, je peux pas, je vais attendre, on verra one day. Mais là, toi, tu as provoqué l'opportunité. Puis, suite à ça, tu as tombé comme non-official, tu sais, parce que tu n'avais pas d'études en architecture là, ou comme technicien. Fait que tu as appris en même temps que ton bac. Tu as fait ça? Oh, oui, j'ai travaillé 2 ans avant même de rentrer à l'Université de Montréal, temps plein, les étés, et tous les vendredis après-midi. Et 2 ans après, quand j'avais appliqué, ma mère, j'appelais tous les jours à la maison. Je disais, est-ce qu'on a la poste? Non. Puis un jour, je dis, oui, c'est quoi? Université de Montréal. Ben, ouvre-le. Ma mère parlait pas de tout français. Elle dit, ben, je comprends pas. Ben, dis-le en espagnol. Et moi, je parlais pas de français non plus, mais tout ce que je me souviens, c'est plaisir.
Plaisir. OK, we got it. Ouais. Cette journée-là, t'as dû être fier, là? Ouais, c'était Je te vois à la face, là. Tu t'en souviens encore, hein? très émotionnel. Ouais. Fait que là, t'as fait, tu sais, un peu. Moi, je me souviens, j'ai appliqué chez Molson comme mechanical engineer, mais j'avais pas encore mon bac, tu sais. Puis je me souviens, moi, je pensais que c'était une blague. Quand le gars, il m'a appelé, le directeur d'usine, il m'a appelé, il fait « Ouais, Bruno, j'ai entendu parler de toi, j'ai vu ton CV. » Puis là, je fais « Est-ce que c'est une blague? » Puis il fait « Non, je parle ça à Bruno. » Je dis « Ouais. » Puis là, je dis « C'est à cause que j'ai pas mon bac. » Non, mais j'ai vu ton CV, t'es un gars qui veut pousser. Tout ça, c'est comme « Wow! » Tu sais, je me souviens, là, tu sais, Serge Hamelin puis Daniel qui m'ont appelé, puis j'étais... OK, il dit, cool, demain, tu commences... demain, on veut te rencontrer, puis si tout va bien, you got the job, tu sais. J'étais comme... OK, ouais. On se sous-estime. Ouais. On se sous-estime, ouais. Puis là, tu as travaillé chez Anderson combien de temps? Ben, j'étais là... Tout le long de ton bac? Mon bac, ma maîtrise, 1 an après d'avoir retourné de New York. Et il y avait eu une petite affaire, pas avec lui, mais avec d'autres personnes dans le bureau. Je disais comme tantôt, je dis, ben, un jour, j'ai pris mes affaires. J'ai dit à M. Anderson, merci et au revoir. Il était surpris. Moi aussi, parce que ça faisait à peine 1 mois que j'étais à mon compte chez moi. J'avais mon appartement, mon loyer, et j'avais pas de job. Mais par la grâce de je sais pas quoi, Daniel Tranquida de chez Daniel Labour, chez Lavalin, m'a appelé parce que j'avais fait une entrevue 1 mois avant. Il dit, Miguel, est-ce que tu es disponible maintenant? Je dis, oui. Il dit, bah, c'est parce qu'on a un projet pour le centre-ville de Gatineau et on est en train de perdre le contrat. T'as 2 semaines, tu travailles pour 2 semaines. Wow, OK. Et j'ai fait un design qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il y avait d'autres bureaux pendant 10 ans qui avaient fait des projets. Ça semblait tout au boulevard Tachereau. C'était des gars de Great Mill Park. Et moi, je suis arrivé avec une idée complètement différente. Ils m'ont donné 2 semaines de plus. On est allé à la ville de Gatineau ensemble. On a rencontré le maire et ils ont eu le mandat. Et je restais là 1 an à faire tous les critères de design pour ce nouveau concept-là. Et quand j'ai quitté, ils ont eu le mandat pour faire le projet de Bois-Franc. Et ça semblait pas mal à ce que j'avais fait à Gatineau. Ouais. Wow. Puis après ce projet, après ce contrat-là avec Lavalin, t'as décidé d'aller sur quoi? Ben, comme tu disais, j'avais mis beaucoup de choses dans le feu. Tout le reste était rendu facile. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé et dit... j'étais pas disponible, mais quelques mois après, ils m'ont appelé. Bon, c'était pour la construction et relocalisation de l'hôpital Mont-Sinaï, qui était à Sainte-Agathe. Et ça faisait 20 ans qu'ils projetaient le projet, mais il n'y avait rien qui partait. Pas de concret, là. Et j'avais 26 ans. Et j'ai eu le mandat. J'ai remplacé 3-4 coordonnateurs de 20, 30, 40 ans d'expérience. Et je connaissais absolument rien en gestion de projet, ni en relation avec le gouvernement, gestion des architectes, des ingénieurs. C'était au début de ta carrière, là? Oui, tout à fait. Et 5 ans plus tard, l'hôpital est à Côte-Saint-Luc maintenant. Une belle équipe. J'ai resté 20 ans avec eux comme volontaire sur le comité de construction. Et juste avant sa mort, mon directeur général, qui est un de mes mentors, m'a mis sur le conseil d'administration.
C'était une très, très, très belle expérience. Ben, c'est encore une belle expérience. Oui. T'es dessus, puis avant, puis là, tout de suite après, t'as été... après, tu sais, parce que cela, ça reste un projet assez majeur dans ta carrière, là, l'hôpital. Mais c'était un peu comme un mini-chum. Il fallait faire 115 lits. Il faut planifier tous les équipements biomédicaux, les acheter, négocier avec le gouvernement pour le déplacement des employés parce que se déplacer plus que 50 km exact. Pour garder leur seniorité. Il fallait que j'écris des newsletters pour les patients, la famille, les employés. C'était tout nerveux. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait arriver, est-ce qu'ils devaient vendre leur maison au Sénégal, etc. Il fallait refaire le design des architectes, les envoyer chez eux, ils m'asseoir avec les directeurs un par un parce qu'ils avaient gonflé le programme à peu près 5 fois la superficie. Ils les ai ramenés disons, aux directives du gouvernement. J'ai renvoyé ça aux architectes. Il fallait aussi gérer, quand on a commencé la construction, gérer le chantier, même si je n'étais pas l'architecte, je n'étais pas l'entrepreneur, j'étais le représentant du propriétaire. Client, mais il fallait que j'amène des idées, des solutions et aussi que les gens travaillent ensemble parce que c'était une bagarre tout le temps. Souvent dans ces projets-là, c'est qui, quoi, comment, puis vite, puis tout ça, fait que... Il y a beaucoup d'ego. Oui, ça on va avoir le temps, là. Dans la deuxième partie de l'entrevue, c'est sûr, je veux parler de ça parce que t'es quelqu'un qui a mis son ego de côté, on peut en parler, puis on va tomber après ça sur Greenfield Park, mais t'as tout le temps resté humble dans ça. C'est à cause que il y a beaucoup de gens, parce que tu as 26 ans, tu tombes à la tête d'un projet majeur comme l'hôpital, ça aurait pu te monter facilement à la tête, puis ça, c'est intéressant parce que ce que j'ai appris à 26 ans, j'ai réalisé. Ce que j'ai réalisé à 26 ans, je continue à le mettre en pratique aujourd'hui. Tu sais, le lieutenant Colombo, tu sais, il fait comme s'il connaît rien. Et en fait, il connaît rien, mais il pose des questions stupides. Et moi, à 26 ans, j'avais pas les 30, 40 ans d'expérience que tout le monde me disait, moi, j'ai fait ça pendant 40 ans, on va le faire comme ça. Mais ça, il y a quelque chose qui va pas, tu sais. Et quand tu gères des réunions avec tous ces gens-là de 20, 30, 40 ans, t'es un mouk-mouk, là, tu sais. Donc, tu poses des questions stupides et t'es pas gêné parce que, t'es un mouk-mouk, tu sais. Et tu fais le tour de la table et à un moment donné, tu écoutes et la solution t'arrive parce que tu écoutes. Et là, tu donnes le crédit à tout le monde parce que chacun a apporté quelque chose. Et plus tu fais ça, plus tu te donnes des idées parce qu'autrement, s'ils pensent que tu les amènes pas dans le game, tu vas rester tout seul, tu sais. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de poser beaucoup de questions stupides parce que, tu sais, plus tu apprends, plus tu réalises que c'est pas grand-chose, tu sais. Ouais. Mais mon papa, il me disait, quand justement j'obtiens le poste j'obtiens le poste chez Molson, j'ai pas ou peu d'expérience en ingénierie. Mon bac, je suis dans le milieu des études. Puis, mon père m'avait dit, Bruno, ces gars-là, ça fait 30 ans qu'ils font leur job, là. Ouais. Eux, c'est eux qui vont avoir les solutions. Puis, tout ta job, là, c'est d'écouter Pierre, d'écouter Gilles, d'écouter Ginette, d'écouter Manon. T'as toutes les idées. Les idées, là, ils les ont. Puis toi, t'arrives, puis tu synthétises ça, puis tu mets ça en application. Exact. Ces gens-là connaissent beaucoup plus leur travail que toi, tu sais. Fait que quand t'arrives, si t'arrives avec l'humilité, un peu comme t'as fait,
t'arrives avec l'écoute. C'est sûr, ça, c'est gage de succès, là. C'est vraiment... puis moi, j'en parle aujourd'hui avec mes reps. On a une équipe de vente. Ouais. On a un meeting des ventes. Puis j'ai dit, c'est quoi la plus belle qualité d'un représentant? Il y avait plein de qualités. T'sais. Puis un moment donné, je pense que c'est Luc qui l'a sorti. Dit, la plus belle qualité d'un représentant, c'est l'écoute. Puis j'ai dit, c'est fou, hein? Notre job, c'est de représenter un produit, représenter le gobelet. Puis à la place de le vendre, écoute ce que les autres en pensent de ça. Puis écoute les besoins des gens. Puis peut-être c'est pas le gobelet stainless qu'ils veulent, c'est le gobelet noir qu'ils veulent. Ou peut-être il y avait en tête un gobelet, mais c'est pas ça qu'ils veulent un abreuvoir. Écoute. Puis l'écoute, c'est ça qui est important. T'sais. Miguel... Et souvent, l'écoute t'amène à identifier le vrai problème. Parce que souvent, ton client ne sait même pas c'est quoi le problème. C'est un fait, ça. Et t'amène une action qui va dépenser de l'argent à faire et ça ne va pas régler son problème, il va en créer d'autres. et l'écoute t'aide à identifier et poser des questions, identifier, l'amener à identifier le vrai problème. Parce que si tu le vends n'importe quoi, ben, il ne va pas être satisfait, il ne va pas te rappeler. Effectivement. Hey Miguel, on va prendre une petite pause. De notre côté, ça va clore le premier épisode. Je t'ai dit que ça allait. Ouais, je te l'ai dit. Tous mes invités, souvent, ils font already. Ouais, c'est ça. Fait que je vais juste prendre une couple de minutes pour remercier ma gang. Tout d'abord, j'aimerais remercier ma gang de marketing chez La Joie. Antonin, Mylène, Diane, merci beaucoup, mesdames. Le podcast est connu et c'est vous autres qui s'occupez de tout. Je le dis à tous les épisodes. Moi, je fais juste le front avec les invités. Toute la partie à l'arrière du marketing, de la mise en place de ça, c'est à cause de vous. Nick, Fred, Pierre, merci beaucoup les boys de me payer pour faire ça. C'est la plus belle job au monde. J'aimerais remercier aussi Studio SF de nous accueillir toutes les semaines. C'est thanks a lot. Puis merci beaucoup, Miguel. Nous, on va poursuivre pour les auditeurs. Ça va être la semaine prochaine, mais merci beaucoup. Fait que pour les auditeurs, ben, on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue de Miguel Escobar. Merci, puis à la semaine prochaine. C'est Bruno.